1945, mon père m'a dit très brusquement, très spontanément, il m'a dit: Joseph, je pense que tu devrais être horloger. Et instantanément, l'idée m'a souri, m'a intéressé. Et j'y ai pensé dans les jours après, ou même dans le même après-midi. Puis je dis: d'accord, je pense que effectivement ça me. Alors à partir de cette minute-là, ça a été une espèce de nouveau monde qui s'ouvrait. J'avais 19 ans devant moi et j'étais immédiatement passionné. Et dès que je suis rentré à l'école d'horlogerie, tous mes yeux, toutes mes oreilles, tous mes gestes, toutes mes démarches, tous mes mouvements étaient dans cette recherche de ce métier et dans la recherche de sa substance, de sa vérité. Je voulais monter le plus haut possible et descendre dans les plus grandes profondeurs pour découvrir justement, me retrouver ce qu'il y avait ce qu'il pouvait y avoir de passionnant dans ce métier il a un énorme avantage parce que il offre tout le côté intéressant de la mécanique, fascinant de la mécanique, mais en plus de ça, on a un tout petit volume. N'est-ce pas? Même lorsqu'on travaille sur une pièce d'horlogerie qui est relativement grosse, que ce soit un chronomètre de marine, que ce soit une horloge, que ce soit même une montre de poche, ça reste quand même relativement petit, n'est-ce pas? Et alors, vous vous trouvez à travailler dans ce monde mécanique parfaitement intelligent, parfaitement bien compris et très propre, d'une propreté, la propreté en horlogerie dans la montre, vous savez, le chirurgien ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose de bouleversant. Ou contrôler un microscope de 100 fois, par exemple, vous voulez pas je parle toujours de l'horlogerie sérieuse, l'horlogerie de classe, n'est-ce pas? Il n'y a pas un cheveu, il n'y a pas un poil, il n'y a pas une poussière, il n'y a rien du tout. Alors vous vous trouvez devant un monde d'une infinie propreté sur lequel vous travaillez. N'est-ce pas? La vie de l'artisan, c'est comme la vie de l'alpiniste. C'est un homme qui monte, c'est un homme qui doit prendre des risques très durs, qui met presque, si vous voulez, sa vie en jeu, n'est-ce pas, d'une autre façon que le héros à la guerre, par exemple, mais c'est la totalité de sa vie qui l'engage. Alors il faut qu'il prenne des risques, il faut qu'il prenne des choix, mais cette discipline humaine qui est la sienne, propre, lui permet de le faire. Il est libre, il est d'une certaine manière indépendant. Pas tout à fait indépendant parce qu'on n'est jamais pleinement, mais il est dépendant de l'homme dans la dignité, si vous voulez, n'est-ce pas? Il apporte quelque chose de substantiel à l'homme. Alors, sa vie, l'artisan, il l'apporte lui-même, totalement. N'est-ce pas? La totalité de tous les aspects de sa vie humaine, il la porte à la façon de l'alpiniste qui a la totalité de sa survivance sur son dos, de son bagage pour pouvoir continuer à monter, n'est-ce pas? Évidemment, c'est une vie difficile, c'est une vie très dure, ce n'est pas fait c'est pas fait pour les enfants de cœur, vous savez, c'est un choix, c'est une direction qui est à certains moments atroce, si vous voulez, qui est une sorte de calvaire par moment, n'est-ce pas? Il y a des moments d'obscurité, des moments très durs, des moments désespérants, mais une fois que vous avez passé au-delà de ces moments-là, eh bien, vous continuez à monter, et puis vous atteignez successivement des sommets, vous atteignez des clairières, vous découvrez d'autres horizons, n'est-ce pas? Alors, il faut de nouveau continuer à reprendre la même montée encore. Comme l'alpiniste, la même chose, il atteint un sommet, alors il en faut encore d'autres, il faut continuer. Et les sommets de l'artisan ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont infinis. N'est-ce pas? Il n'y a pas de limite. Et si moi je meurs à 85 ans, ou à 90 ans, eh bien à 90 ans, je vais encore me rendre compte que j'aurais pu monter infiniment plus loin que ça, que j'aurais pu faire infiniment plus, qu'il me restera encore infiniment. Il y a sur ce plan-là une magnifique continuité humaine. Parce que celui qui va prendre derrière l'artisan, qui s'éteint, qui s'en va, qui repose ses outils, n'est-ce pas, et qui disparaît, eh bien, il laisse derrière lui, il laisse un travail immense, un champ incroyable d'études, de travail, de poursuite, de même que moi-même. Je continue, d'une certaine façon, l'œuvre des artisans qui m'ont précédé dans les siècles passés, même des artisans que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas, qui ne sont pas de mon métier, qui ne sont pas de ma famille, n'est-ce pas, qui ne m'ont pas précédé directement. Mais il y a cette immense famille humaine, cette immense famille artisanale qui a son origine dans les millénaires et qui se
que continue de génération en génération. C'est toujours la même pensée profonde, c'est toujours la même motivation profonde, c'est toujours ce même sens très difficilement exprimable de la conscience professionnelle, de l'honnêteté, de la recherche du travail bien fait, du sens du travail bien fait qui descend au niveau de l'instinct, au niveau du subconscient, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'on est artisan. On est artisan à peu près au moment où on a une pensée bien particulière à l'artisan, un esprit bien particulier à l'artisan, où les motivations profondes de sa vie sont très profondément humaines. Dans l'artisan vrai, fondamental, il n'y a pas de recherche de l'argent. Évidemment, on vit dans un monde matériel, on vit dans le XXe siècle, il faut de l'argent pour vivre, n'est-ce pas? Mais l'artisan authentique, ce n'est pas l'argent qu'il mettra au premier plan de sa vie. Ce n'est pas le premier but, ce n'est pas l'objet central. Immédiatement avant vient son métier. Je crois qu'on peut dire qu'en fait l'artisan a été assassiné. Il n'est pas mort de lui-même. C'est un homme de vie, c'est un homme... Laissez-le en paix, l'artisan va refleurir dans tous les pays du monde comme il était il y a 2 siècles. Parce que l'exercice de son métier fait appel à toutes ses ressources humaines. Et le métier artisanal a ceci de particulier, que c'est un métier que l'on peut, et c'est par ça qu'il se caractérise, qu'il se définit, c'est un métier que l'on peut exercer seul, tel que l'horlogerie, tel que l'ébénisterie, etc. On peut se mettre à plusieurs, si vous voulez, n'est-ce pas? Mais l'artisan n'a pas besoin d'un contexte industriel, financier, il n'a pas besoin d'un contexte de grande cité, n'est-ce pas? Il peut travailler seul. C'est dans son atelier que cet exercice de son métier artisanal va prendre toute sa grandeur, voyez-vous? Alors, il a été justement assassiné, bien sûr, pas consciemment, ou enfin plus ou moins. Il a été assassiné par une certaine mentalité moderne, par une certaine publicité moderne, par une certaine pensée qu'on a développée au cours des décades, au cours des 50 dernières années, où on a présenté l'artisan comme un homme du passé, comme un prédécesseur de l'industrie, comme un industriel en petit, alors qu'il n'est pas ça du tout. Il est essentiellement un artiste. Qu'est-ce que le travail chez l'artisan? Eh bien, c'est essentiellement un témoignage d'amour. C'est essentiellement un geste d'amour. L'artisan, il dépasse à l'infini le côté purement fonctionnel du travail. Il est vrai qu'il fait une pièce quelconque, que moi je travaille sur une montre, je fais une pièce, il faut qu'elle soit parfaite du point de vue de l'ajustage, du point de vue du choix du métal, du point de vue de la trempe de l'acier, du point de vue de la finition purement fonctionnelle de la pièce. Ça va de soi, on n'en parle pas si vous voulez, n'est-ce pas? Alors l'artisan qui a retrouvé cette pensée, cet esprit du grand artisan du XVIIIe et du XIXe siècle, eh bien son cheminement va commencer à partir de là, où il va donner à cette pièce une forme, une beauté, un fini, il va lui donner une âme. Et qui va être, si vous voulez, la sienne propre, qui va être la continuation de sa propre personne. C'est tellement vrai que donner à 10 artisans, donner à 10 horlogers la même pièce à faire, une fois qu'elles sont les déterminées, vous les mettez les unes à côté des autres et vous les observez. En apparence, un amateur va dire, elles sont les mêmes. Vous prenez une loupe, vous les examinez toutes les 10, et elles seront totalement différentes. Du point de vue fonctionnel, les 10 pièces seront les mêmes. Mais au-delà de cet aspect fonctionnel, purement fonctionnel, utilitaire, il va y avoir la dimension artistique. Il va y avoir la dimension humaine. C'est à partir de ce moment-là que l'âme de l'artisan va apparaître. C'est là que la pièce prend toute sa grandeur, toute sa beauté. C'est une présence mystérieuse que la présence de l'artisan dans une œuvre quelconque. Elle est très vite reconnue lorsqu'un autre artisan regarde j'imagine un ébéniste fait une chaise, un autre ébéniste regarde la chaise, en quelques 10 minutes, il va dire tout de suite qui est-ce qui a fait cette chaise-là, peut-être pas le nom de l'homme, mais il va dire tout de suite si c'est un grand maître, si c'est un simple ébéniste, si c'est un apprenti, il va le voir. Lorsque vous avez l'habitude de voir, lorsque vous avez l'habitude de couper les cheveux en 4, de rechercher justement, vous passez au-delà du fonctionnel, très vite, instantanément, c'est plus ça qui vous intéresse, ça, instinctivement, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Alors vous allez au-delà et vous voyez
Vous voyez s'il y a de la beauté, vous le voyez dans les courbes, vous le voyez dans les assemblages, vous le voyez dans le choix du métal, vous voyez dans tout ce qui est inutile, si vous voulez, dans tout ce qui dépasse cet aspect fonctionnel. À partir de ce moment-là, alors vous êtes en plein art, vous êtes en plein métier d'art, vous êtes en pleine humanité. Alors l'âme de l'artisan à ce moment-là, elle émerge, n'est-ce pas? Pour qu'elle disparaisse complètement d'une pièce, il faudrait qu'on la pulvérise, qu'on l'écrase, qu'on l'amène au niveau de la molécule. Pratiquement, alors là, la présence de l'artisan aurait totalement disparu. Mais si on détruit la pièce partiellement, on va retrouver dans les fragments d'une chaise, dans les fragments d'une montre, on va retrouver cette présence. Les mains de l'artisan, c'est exactement des mains d'artiste, des mains de violoniste et des mains de pianiste. Il y a chez l'artisan la même éducation des mains qu'il y a chez un grand artiste. Ça, c'est quelque chose, des mains d'artisan, ce sont véritablement, c'est un monde. C'est le dernier chaînon de l'immense chaîne qui passe par son esprit, par son cœur, par son intelligence, n'est-ce pas? Et qui sort, qui se termine lorsque l'artisan bouge les doigts. Il ne les bouge pas par hasard, n'est-ce pas? Tous les doigts sont éduqués parfaitement pour agir, pour se déplacer, pour saisir tel outil avec telle force, dans telle direction, exactement à un centième de millimètre près, l'artisan peut mettre son outil à l'endroit où il doit être mis. Il y a un sens d'une précision absolument stupéfiante.